Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. En humour, mon duo préféré, c'est Ding et Dong. Et en analyse politique, c'est Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Bonjour, quel excellent parallèle. Pourquoi pas? Vous êtes mon duo préféré, je vous l'ai dit hier. Alors, oui, bonjour à vous deux. Écoutez, Justin Trudeau n'a pas perdu un, pas deux, pas trois, mais 4 ministres aujourd'hui. Et là, la question à 1 000 $, est-ce que ça aurait un lien avec tout le courant du putsch en ce moment? Est-ce qu'il y en aurait là-dedans qui aurait signé la lettre? Mais probablement pas. Mais s'il n'y en a pas, parce que c'est des ministres, est-ce que c'est juste des gens qui quittent le bateau parce qu'ils sentent que tranquillement le bateau est en train de couler? Nick? Il y a un lien, mais peut-être pas de cette façon-là. Là, c'est vraiment la semaine de la contre-attaque Trudeau. Hier, on a eu la bombe devant la Commission sur l'ingérence étrangère. Aujourd'hui, il semble que ce soit cette fuite-là, donc cette information-là, qu'elle nous soit parvenue volontairement, si tu veux, par les proches de Trudeau. Pourquoi on fait ça maintenant? Parce que, d'abord, premièrement, puisque ça va mal, sortons toutes les mauvaises nouvelles le plus vite possible. Et ensuite, et surtout, ces démissions annoncées ou ces départs annoncés ouvrent bien sûr la perspective d'un remaniement ministériel. Il y a donc des postes de ministres qui deviennent disponibles. Alors, ceux qui seraient tentés là, de signer la lettre, eux autres aussi, bientôt, peut-être vont se garder une petite gêne, puisque ça devient intéressant soudainement d'être un peu plus amis qu'on avait prévu de l'être avec Justin Trudeau. Alors, il y a ça qui vient jouer et c'est peut-être le facteur essentiel. Donc, tout ça s'inscrit vraiment dans... pour une rare fois, moi, je trouve, on a l'impression d'une semaine prévue, organisée, rondement menée par Justin Trudeau jusqu'ici. C'est probablement trop peu, trop tard, là, soyons bien clairs. Mais en tout cas, on essaie de reprendre l'initiative et cette affaire-là s'inscrit là-dedans parce qu'il y a des ministres qui partent après 9 ans de règne, puis la plupart d'entre eux, ou même tous, étaient là depuis 2015, là, avaient été élus pour la première fois en 2015 avec Trudeau. C'est un peu normal. Et puis, par ailleurs, c'est l'occasion de dire, on va faire rentrer du sang neuf et puis la nouveauté et puis du renouvellement dans ce cabinet-là. Alors, il y en a deux qui l'avaient annoncé ou en tout cas qui avaient évoqué deux autres cet été. Oui, cet été, il y a quelques mois, Mme Tassi puis justement Mme Bibeau, la québécoise. Donc, c'est peut-être pas une si grande surprise. Mais Emmanuel, est-ce que tu penses qu'il y a une stratégie derrière ça de la part de Trudeau? Oui, je partage, moi, l'analyse de Nick. C'est pas surprenant, là. C'est qu'il y a des ministres qui décident de quitter, de un, après 9 ans au pouvoir. De deux, on s'entend, là. C'est pas des ministres qui ont eu des fonctions très, très seniors, extraordinaires dans ce gouvernement-là. Marie-Claude Bibeau s'est maintenue en poste. Madame Tassi a plutôt été rétrogradée au fil des ans. Madame Quattro aussi. Monsieur Vandal a jamais été un ministre senior, donc ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils ont fait le tour du jardin et puis c'est pas un passionné fou furieux de la politique, à un moment donné, tu dis OK, merci, c'est bon. D'autant plus que Mme Bibeau, elle, on entend qu'elle a des vues sur la mairie de Sherbrooke. Donc, à un moment donné, tu dis mais il y aurait peut-être quelque chose de plus intéressant que je pourrais faire en politique que d'être une ministre junior, peu écoutée, avec peu de pouvoir dans un gouvernement aussi centralisé que celui de Justin Trudeau, tu sais. En même temps, c'est vrai qu'à partir en même temps, c'est vrai que puis ça, c'est le problème de tous les gouvernements en fin de règne ou en fin de régime, c'est qu'à un moment donné, il y a un exode qui se crée, là, tu sais, parce qu'avec ces 4-là, on est rendu à peu près, là, grosso modo, à 24 députés qui vont pas se représenter. Sur 153, là, au total, là, là, tu frôles les 20%, là. Donc, ça commence à être significatif comme saigner, si on veut. En même temps, moi, je suis d'accord que c'est sûr que c'est pour faire miroiter, là, tu sais, qu'il va y avoir des postes de ministres qui vont peut-être s'ouvrir avant Noël, tu sais. Puis là, ça, est-ce que c'est susceptible d'amener un peu pensez-y bien, tu sais, pour eux qui sont encore sur la clôture, de signer la lettre, pas signer la lettre. En même temps, là. Oui, vas-y, Emmanuel. On va oser se dire les vraies affaires, là. Il y a quelque chose d'un peu pathétique, tu sais, à te rallier derrière un premier ministre dans lequel tu ne crois plus depuis déjà au moins 1 an, pour lequel tu as ravalé ta gomme depuis 1 an,
parce que peut-être que tu vas avoir la chance d'être nommé ministre pendant quelques mois. Tu sais, je veux Mon dire, Dieu. J'ai Mais fait en- dans le commentaire cynique. Oui, Ouais, mais en même temps, mais c'est que- il va y Ben pas avoir... les gens qui vont avoir des postes de ministre senior là, dans ce gouvernement-là. Là. Mais il paraît qu'en Et- fin de semaine, Emmanuel, Nick, vous êtes sûrement au courant qu'il va y avoir une déposition officielle d'une vraie demande de démission. Parce qu'en ce moment, c'est une lettre, c'est un peu vague, mais il semble qu'il va y avoir vraiment des débats là-dessus en fin de semaine au bureau du premier ministre. Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça valait le coup de laisser miroiter les bonbons tout de suite. Il n'aurait pas fallu quand même laisser cette annonce-là, qui est presque une aubaine pour M. Trudeau, arriver plus tard. Alors, Mais est-ce que ça peut oui, est-ce que ça peut faire avorter cette opération-là de demander officiellement la démission de Trudeau? ben déjà, si ça la stoppait à 27 personnes, ce serait pas si mal, ou je sais pas combien ils sont rendus à l'heure actuelle, mais clairement, c'est dans ce sens-là qu'on espère que ça joue si c'est bel et bien une stratégie voulue. On verra bien. On verra bien. Ouais, mais Oui, en même temps, le problème, c'est que c'est pas un caucus dans lequel il y a des personnalités très fortes qui se sont imposées. Il n'y a pas, de la même façon qu'au sein du Conseil des ministres, il n'y a pas de contre-pouvoir à celui du bureau du premier ministre. Il n'y a pas de centre de pouvoir parallèle, là, tu sais. Un peu comme on a vu, comme on voyait à l'époque du gouvernement chrétien, tu sais, où il y avait Paul des Martin. ministres très, très forts. Tu sais, bon, il y avait Paul Martin, il y avait Alan Rock, il y avait John Manley, Anne McClellan, tu sais. T'as pas ce phénomène-là dans le Conseil des ministres, mais t'as pas non plus ce phénomène-là dans le caucus. Alors, la réalité, c'est que c'est un caucus qui a toujours fini par être amadoué avec des mesurettes superficielles. Mais ça fonctionne. Ça a toujours été le truc de la chef de cabinet de M. Trudeau, de finir par acheter la paix en faisant miroiter que les choses vont changer, puis qu'on est sur le point, que ceci, que cela, etc. Donc, c'est clair que cette idée là, d'un remaniement, ça s'inscrit dans la même logique. Là, mais la question qu'on se pose, c'est ça va-tu marcher? La réalité, c'est que ça a toujours marché dans le passé, tu sais. D'après Là, moi, on a franchi un point de non-retour. C'est d'après la moi, question que tout le monde se pose. d'après moi, Justin va continuer d'utiliser la même stratégie. Vous vouliez peut-être parler Continuer de travailler à continuer. à continuer. Vous vouliez peut-être parler de Ruba Gazal avant qu'on se quitte? Ben certainement. Alors, elle sera la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire, puisque les mises en candidature ou les inscriptions pour ce poste-là se terminaient il y a 2 jours. Il y a une procédure, là, il y a une formalité. Elle devra se présenter formellement contre la chaise vide dans un congrès à la mi-novembre, et puis là, les membres vont voter pour elle. C'est intéressant, Ruba Gazal, son cheminement pour finalement aboutir au poste de co-porte-parole-là. Dans la dernière course à la chefferie de QS, Gazal, c'était un peu, moi, de mon point de vue, je parle pour moi, mais c'était un peu l'adulte dans la pièce. Elle faisait nettement plus mature, plus sérieux, un peu que les autres candidates qui étaient davantage dans les cocottes, l'humus, le vent du large et l'inclusion, puis tout ça, là, puis aussi les courbettes pour essayer de plaire au clan Catherine Dorion. Ruba Gazal a un peu joué dans ce film-là, mais en même temps, un petit peu moins. Et autre facteur important dans son cas, et c'est peut-être aussi un problème pour elle, c'est la candidate indépendantiste, et elle continue de marteler ça aujourd'hui. Elle veut que que l'idée de l'indépendance soit un petit peu plus prépondérante dans le discours de Québec solidaire. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, Guy et Emmanuel, il y a plus de 60% des électeurs de Québec solidaire qui sont opposés à l'indépendance du Québec. Là, c'est presque 65%. Ça ne fait qu'augmenter sans cesse depuis plusieurs années. Alors, de quelle façon Mme Gazal va-t-elle être capable de concilier sa volonté d'être un petit peu plus indépendantiste avec ça? C'est à suivre. Moi, je pense que ça sera juste pas faisable. Emmanuel? Oui, ben c'est le gros défi, mais c'est ce qui la rend intéressante aussi, moi, je te dirais. Puis je pense que, objectivement, le mouvement indépendantiste a besoin de voix comme la sienne s'il veut réussir à ratisser plus large. Comment elle est capable de s'inscrire, cependant, dans un parti qui est plus gauchiste qu'indépendantiste. C'est ça, voilà, l'espèce de manœuvre difficile à opérer pour elle. Mais c'est ce qui rend, moi, je trouve, sa candidature intéressante. Puis c'est ce qui permet d'amener peut-être
une nouvelle dynamique. Tu sais, c'est une chose pour QS de dire le membership actuel est plus gauchiste que souverainiste, etc. Mais je veux dire, c'est un parti qui est plafonné, là. Il s'en va nulle part ailleurs, là. Il y a pas, tu sais, c'est pas comme si Gabriel Nadeau-Dubois était un mauvais porte-parole puis un mauvais leader parlementaire, là. Tu sais, il est quand même un des politiciens les plus talentueux de sa génération. Il y a de la suite dans les idées, c'est un bon débatteur. Il réussit bien à articuler des idées de manière à les rendre plus universelles, etc. Alors, comment est-ce que l'idée de rattacher ce discours-là à un axe plus souverainiste, moins gauchiste, permettrait justement à Québec solidaire de s'ouvrir vers des nouveaux horizons? Moi, je suis curieuse de voir. C'est sûr que ça amène un choc avec le PQ qui veut monopoliser les terres indépendantistes. Mais pour le mouvement souverainiste dans son ensemble, c'est un mouvement, l'appui à la souveraineté est complètement plafonné à 35 %. Je veux dire, il n'y a rien qui se passe dans l'actualité. Il n'y a aucune rebuffade d'Ottawa. Il n'y a rien qui fait bouger ça. Est-ce que l'idée d'amener une nouvelle voie, des nouvelles perspectives, ça peut permettre de débloquer ça? Je pense que c'est la question qui se pose. Mais pour le parti, ça arrive à choisir. Pour le parti, je ne suis pas sûr que c'est une si bonne chose parce qu'en même temps, tu sais, bon, les deux qui étaient là avant, donc Christine et Bénise, représentaient plus les régions. Là, tu te trouves à avoir quand même, bon, une fille d'origine palestinienne qui habite et qui siège en plein cœur de la ville de Montréal, avec Gabriel qui est son voisin de circonscription. Donc, je pense qu'ils viennent de perdre à ce niveau-là. Oui, mais tu as la géographie. Ouais, mais Manon Massé aussi, elle venait d'une, tu sais, je veux dire, une femme ouvertement lesbienne qui affiche sa moustache, qui vient du centre-sud de Montréal. C'était pas non plus susceptible, disait-on à l'époque, de permettre de percer dans les régions. Puis elle a vraiment, c'était elle finalement l'espèce de voix en qui les jeunes se reconnaissaient, puis Alors moi je pense que le fait qu'elle soit palestinienne de Montréal, c'est pas nécessairement, c'est sûr que ça aide pas en termes de perception, mais en même temps, faut lui donner qu'elle est une communicatrice extraordinaire. Elle a comme un feu sacré, une passion, une énergie. Donc Québec solidaire a besoin, tu sais. Alors c'est ça qui rend c'est parce qu'elle est de Montréal qu'elle a perdu la dernière fois, mais en même temps, de justesse. QS a besoin d'un petit électrochoc, d'un peu de peps, je dirais, puis elle apporte ça, là, tu sais, au leadership de QS. Nick, je te laisse le mot de la fin. Ah, ben écoute, sur la question de la représentation des régions, tu as la géographie, mais tu as la géographie idéologique aussi. Puis là-dessus, Émilie Zessartérien ou Christine Ladbry étaient aussi près de la ligne orange, voire plus que Rouba-Gazal. Alors, tu sais, c'était oui puis non, là, les candidates des régions. Puis sur la question d'indépendance, que Québec solidaire fasse une transition vers un indépendantisme plus assumé, là, ça n'arrivera pas. Parce que le centre de gravité idéologique de ce parti-là est ailleurs. Et si tu interroges Rouba-Gazal sur la signification de l'indépendance, elle ou plusieurs autres solidaires, la réponse que tu vas avoir, ça va être la description d'un programme de gouvernement de gauche, l'inclusion, les programmes sociaux, l'équité, le féminisme, l'altermondialisme, l'écologisme. C'est ce qu'elle a dit hier, avant-hier. Exactement. Aussi, et surtout pas de questions d'identité nationale et tout ça. Pour Rouba-Gazal, ce sont les immigrants et les enfants de la loi 101 qui vont sauver la nation québécoise. Hein? Elle l'a déjà déclaré comme ça. Alors, on est très, très, très loin d'un indépendantisme consistant là, qui est à la veille d'éclore devant nous. On va faire un pays avec pas de peuple dedans. Je pense que c'est ça l'idéologie derrière tout ça. Oh, vous exagérez, les deux. Les enfants de la loi 101, si tu les rallies pas à la cause de l'indépendance, là, cette indépendance, ça devient difficile à faire. Oui, mais encore faut-il être indépendant. Et là, c'est pas sûr, comme disait Nick. Nick Payne et Emmanuel Latraverse, merci pour cet échange très enrichissant. Merci. Salut.